amis, j'espère que notre quatrième édition de Paroles déconfinées vous retrouve en bonne santé, vous et vos proches. Nous allons encore une fois de plus relever ce défi qui est de bien vous faire vivre le confinement. Nous avons une pensée toute particulière à nos gongons esselés. Sachez qu'on vous porte dans nos cœurs en ces temps difficiles. Nous allons découvrir de nouveaux tutos. Nous aurons de la musique, des jeux, de la méditation et votre avis sur le confinement. Je vous laisse avec la suite et j'espère que vous allez apprécier cette émission. Heureusement que je ne fais pas ça. Ah! Salut confinés. Dans cette section réservée aux jeux, je vais vous présenter un jeu que j'affectionne particulièrement pendant ce temps de confinement qui s'appelle Président. Donc, pour jouer à Président, il faut nécessairement un équipement. C'est des paquets de cartes de 50 cartes. Normal, c'est 52. Mais dans Président, ça se joue aussi avec les jokers. Donc, on compte 54 cartes. Il faut aussi un grand sens critique, donc ça va être très difficile pour les enfants de très bas âge, mais c'est un jeu très amusant dès qu'on comprend comment ça fonctionne. Donc Président, le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes les cartes que tu as en main. Il n'y a pas de pioche, toutes les cartes seront distribuées équitablement entre les joueurs. Il y a 4 rangs dans Président. Il y a la personne qui termine en premier, qui termine toutes ses cartes, c'est le président. Ensuite, il est suivi du vice-président. D'habitude, il y a aussi une classe intermédiaire qui sont les neutres. Ensuite, il y a l'avant-dernier et le dernier. Ces classements vont servir, peut-être pas dans la première partie, mais dans la deuxième partie, il y aura des échanges de cartes entre le président et le dernier, et le vice-président et l'avant-dernier. Le président va donner ses 2 pires cartes au dernier et le dernier va donner ses 2 meilleures cartes au président. C'est obligatoire. Et ainsi de suite entre le vice-président et l'avant-dernier, sauf que eux, ils vont que échanger qu'une seule carte. Donc, président, ça se joue généralement avec ces cartes ci-contre. Les cartes typiques dans un jeu de cartes. Dans le jeu président, les signes et les couleurs ne servent à rien. Exemple, il n'y a pas de différenciation entre le 3 de pique et le 3 de cœur. C'est les chiffres qui vont compter. Là, j'ai mis par ordre de puissance. Le 3 jusqu'à 10, c'est les pires cartes que tu peux tomber. En tout cas, le 4 est supérieur au 3 et ainsi de suite, de cet ordre-ci. Ensuite, le Joker, c'est la meilleure carte parce qu'il permet de fermer la partie. Je vais vous montrer dans quelques instants avec un exemple avec mon frère. Et il permet aussi de copier n'importe quelle carte. Il permet de cloner n'importe quelle carte. Le 2, c'est une carte hyper puissante parce qu'il permet seulement de fermer la partie. Mais c'est le but du jeu,
ça te permet de prendre l'avantage très vite. Ensuite, l'As, le roi, la dame et le valet. C'est dans cet ordre-ci par ordre de puissance. Ces cartes-ci sont plus puissantes que celles-là. Donc, je vais vous montrer dans une petite partie comment cela fonctionne et comment vous pouvez vous amuser en jouant à président. Donc, dans cette démonstration de président, c'est mon petit frère qui va m'aider. Donc, comme je vous ai dit, il y a des rangs. Donc, c'est préférable de faire 4 paquets. Mais puisqu'on n'est que 2, Enzo aura 2 paquets et moi j'aurai 2 paquets. Comme ça, ce soit équitable. Donc, il faut distribuer toutes les cartes. Il n'y a pas de pioche. Ensuite, puisqu'on n'est que 2, chaque paquet aura une carte de président. Ensuite, il y aura un paquet qui sera le vice-président, un paquet qui sera l'avant-dernier et un paquet qui sera le dernier. Puisqu'il y aura des échanges de cartes, les cartes vont juste se distribuer de manière différente. Alors que d'habitude, si vous êtes à 4, il y aura une personne qui sera désavantagée par rapport à l'autre. Donc, d'abord, là, Enzo doit trier ses cartes. Donc moi, je vous conseille, comme dans tous les jeux de cartes, c'est de mettre par ordre de puissance, comme je vous l'ai appris. Donc là, je tiens le valet. Bon, ça ne dérange pas, c'est juste une démonstration. Donc 2, As. Je vais mettre les doubles ensemble, etc. Le 9, le 8. Donc il faut arranger d'abord ces cartes. On a fini d'arranger nos cartes. Donc la partie commence avec la personne qui a la dame de cœur. Comme ça, ce sera plus facile. Pour la première partie seulement. Après là, ça va être toujours le dernier qui va commencer. Puisque ça va être celui qui sera le moins avantagé. Puisqu'on n'est que 2, on va échanger à chacun son tour le temps de jeu. Donc il faut toujours commencer. Je vous conseille de commencer par la plus petite carte. Mais en fonction de la stratégie que vous allez aborder, le but du jeu, c'est vraiment de terminer sa carte en premier. Donc, allez. Lorsqu'une personne joue simple, quand je dis joue simple, quand il joue une seule carte, toutes les personnes doivent suivre. La première personne qui joue, on peut jouer double, on peut jouer triple, dépendant du nombre de cartes que tu as. Là, on se retrouve avec une situation où il y a 2-3 qui se suivent. Lorsqu'on est dans cette situation, la prochaine personne ou le prochain paquet qui va jouer dans cette situation-là, ça doit être obligatoirement un 3 ou sinon la personne sera bloquée. Il n'y a aucune autre alternative, à moins qu'il ait un joker et il peut jouer à la place puisque ça permet de cloner. C'est pour ça que c'est très puissant un joker. Donc tu as un 3 pour jouer? Non. Ok, donc lui il est sauté. Et là, un 3. Et puisque la première personne a déjà été sautée, je ne peux pas être sauté une deuxième fois. Donc là, je vais jouer plus grand, un 4. Lorsque on a 4 cartes, puisqu'il n'y a que 4, il y a que une collection de 4 cartes qui ont le même numéro, ça s'appelle un carré. Lorsque tu as le trèfle, le cœur, le carreau et le pique, de 4 qui sont réunis, ou n'importe quel autre paquet, mais ça fait un carré et ça permet de fermer la partie. Donc là, ces cartes seront enlevées. Et la personne qui a réussi à faire le carré, qui a réussi à mettre la dernière carte, reprend la partie avec la carte qu'il veut. Là, il a encore joué simple. Et là, c'est soit qu'il a 5, soit qu'il a... Et il passe son tour. T'as un 5? Je passe mon tour. Ah bon? Ok. Génial. Triple. Et là, je pense que personne peut. Ouais, personne peut. Personne peut jouer plus grand que ça. La ferme. Le but du jeu, c'est vraiment de jouer le plus grand possible. Comme ça, c'est toi qui recommences le plus de fois pour que tu puisses terminer tes cartes en premier. Donc là, c'est l'As. Il y a une règle très précise pour l'As. Tu ne peux pas jouer As sur As. C'est la seule règle. Tu peux jouer plus grand, c'est-à-dire soit le Joker, soit un 2. Mais tu ne peux pas jouer As sur As. Donc là, le Joker, puisque
c'est pas vraiment obligé d'être un clone, mais lorsque tu déposes un joker tout seul, ça agit comme un 2. Ça permet de fermer la partie directement. Puisque ce paquet-là est terminé, puisque j'ai pu jouer 2 valets et il ne me reste plus de cartes. C'est le président. Et ainsi de suite. La partie va continuer jusqu'à ce qu'on sache quel paquet est président, vice-président, dernier et avant-dernier et dernier. Donc, bon. Bon, là, c'est bon, j'ai terminé. Donc, bon, dans cette situation-là, j'ai terminé mes 2 paquets en premier. J'ai le président et le vice-président, et Enzo a le dernier et l'avant-dernier. Il me doit 3 cartes, et moi je lui dois 3 cartes, mais lui il me doit ses 3 meilleures cartes, et moi je lui dois mes 3 pires cartes. Donc ça, c'est le principe de président. Comme je vous ai dit, bon, avec les enfants de bas âge, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plutôt un jeu pour... il faut utiliser l'esprit critique, donc c'est plus pour les adultes ou pour les adolescents. Donc bon, j'espère que ça va vous plaire, et voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une interview très spéciale car nous enregistrons 4 personnes qui ont habité en Guyane et qui maintenant sont en Guadeloupe. Les Big, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Emmanuel, 18 ans, l'aîné de la famille. Moi c'est Big Maël, bien sûr, 15 ans. Big Noélie, 17 ans, je suis de l'église de Philadelphia et on habite à Tara. Big Amélie, 13 ans. Merci. Alors, comment avez-vous vécu le début du confinement? Alors au début c'était un peu énervant, enfin au début on était excités parce qu'on n'allait pas aller à l'école, mais à la longue ça devient saoulant parce qu'on ne peut pas sortir et voilà. Ben, moi c'est plutôt cool parce que j'aime pas trop sortir et je suis bien dans ma chambre avec mes affaires et tout. Mais ce qui était énervant, c'est que maman nous faisait faire 5 heures de travail par jour. Du coup, c'était chaud. Voilà. Ben, moi ça allait parce que ben, en fait normalement j'habite au Gosier, là je suis redescendu chez moi. Et puis quand j'en ai marre de rester à la maison, ben, des fois je sors, je vais faire les courses ou alors je vais emmener maman au travail, je reviens et tout. Donc à un moment je le sens et quand je le ressens trop, ben, je sors un peu. D'accord. Et quels sont les avantages et les inconvénients quand on vit un confinement en famille? Les avantages c'est que on peut faire des choses intéressantes l'un avec l'autre. Et les inconvénients, ben, c'est qu'on est trop souvent ensemble, du coup, des fois ça part mal. Et l'un des avantages, c'est qu'on a pu reprendre le sport. Du coup, comme là on est en confinement, le soir on fait du sport, on va marcher, on fait tout pour s'occuper en fait. Voilà. D'accord. Et Amélie, par exemple, es-tu inquiète par rapport à l'avenir? Ou est-ce que le confinement ne change rien pour toi? Pour moi, personnellement, ça ne change rien du tout. Parce que je sais que de toute manière, c'était prédit en fait. C'est prédit. Dieu a dit qu'il y aura des épidémies. Donc, du coup, ben non, je ne suis pas inquiétée. D'accord. Et en parlant de Dieu, par rapport à votre foi, est-ce que ça vous a empêché d'exercer votre foi ou au contraire, ça a avantagé les moments avec Dieu? Ben oui, le fait qu'on se lève tous les jours à 6h30 pour faire le culte, c'est chaud. Que maman nous lève à 6h30. On se lève quand même pour faire le culte. Matin et soir. Du coup, D'accord. Donc ça renforce votre foi. Effectivement, oui. Est-ce que vous pensez qu'après le confinement, vous allez être plus fort mentalement? Et est-ce que le confinement vous a permis de découvrir des qualités que vous n'auriez pas soupçonnées en fait? ben, je pense qu'après le confinement, en fait, on va apprécier chaque petite partie de la vie qu'avant on trouvait ça banal. Du coup, maintenant, on va prendre plus le temps d'apprécier les choses, les sorties qu'on fait, les sorties en famille, tout ça, en sachant qu'on est resté enfermé pendant le moment et tout. Et puis, pendant le confinement,
on découvre qu'on a vraiment besoin de cet espace de vie. Même si c'est en famille, mais de sortir, de s'évader un peu et que malgré que maman nous dit tout le temps de ne pas rester dans la chambre, de ne pas rester dans la chambre, mais pourtant là maintenant c'est là qu'on a envie de sortir un peu. Chacun votre tour, vous allez m'expliquer, est-ce que vous avez peur du virus? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, moi j'ai pas peur du virus parce que je l'ai expliqué tout à l'heure là, que Dieu l'a prédit en fait. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus qui seront plus dangereux. Donc non, moi personnellement ça me fait pas peur. En fait, j'ai toujours vu ça comme si c'était une petite grippe qui passait. Donc mon entourage n'a pas été touché. J'entends ça partout. Ça commence déjà à saouler le fait d'entendre ça dans les réseaux sociaux, partout. Mais ça m'a pas atteint vraiment. Pour moi, c'est une grippe qui passe par-ci, par-là. Personnellement, moi, c'est un cas qui est venu. Mais en vrai, si j'ai peur, c'est plutôt pour ma mamie, mes petits cousins, tout ça. Mais sinon, pour moi, ça n'a aucun effet. Et moi, je pense qu'on n'a pas réellement... Enfin, il faut s'inquiéter, en fait, se tenir informé et savoir ce qui se passe, mais sinon, je ne m'inquiète pas plus que ça. Par rapport aux autres, on a quand même la foi qui est là. On sait que tout ce qui arrive, c'est par rapport à Dieu. Et donc, voilà, on se remet entre ses mains et du coup, on sort et tout, on fait attention. Certes, on va pas s'exposer au danger, mais on ne s'inquiète pas et puis genre à s'affoler plus que ça. Ok. Et qu'est-ce qui vous manque dans les activités à l'église? Quelle activité vous manque le plus? Peut-être le chant et le fait de jouer de la musique. Ouais, parce que c'est moi qui accompagne maintenant. C'est bien. C'est bien. Et quelles activités vous manquent à l'école? Les matières. Tout en fait. Parce qu'on s'en rend compte que quand même, rester à la maison pour travailler, c'est pas aussi évident. En fait, à l'école, c'est plus facile parce qu'on est déjà dans le cadre de travailler, alors qu'à la maison, on fait des pauses de 30 minutes, on s'arrête, peut-être qu'on fait pas sérieusement ce qu'on doit faire. Il y a tout ça en fait qui rentre en jeu. Il y a certains élèves qui ont été submergés par les devoirs. Est-ce que c'est votre cas? Et si oui, comment avez-vous réussi à vous... Déjà, est-ce que vous avez réussi à vous faire un cadre de travail? Personnellement, moi, j'ai pas reçu beaucoup de travail. J'ai reçu du travail par-ci, par-là, mais je le faisais toujours en avance. J'avais pas beaucoup de travail. Moi, la première semaine, c'est vrai qu'ils nous ont donné beaucoup de devoirs, genre d'un coup, comme ça, comme si on était déjà à l'école, on n'avait pas tout ça. Mais comme Amélie a dit, j'ai fait en avance. Le dimanche, je faisais lundi, le lundi, je faisais mardi, et ainsi de suite. Après ça, parfois, il y avait des devoirs que je rendais pas, mais ça va. Moi, je le faisais, mais il y a des fois quand ça me saoulait, j'arrêtais parce qu'ils ne demandaient pas de travail. Donc, c'était un avantage pour moi. Ok. Mais sinon, je l'ai plus été au travail. Mais le son. Indépendant, genre je travaillais toujours chez moi et tout, donc en fait ça n'a pas... Enfin si, ça a changé dans la tête, genre l'esprit de travail, mais sinon ça a toujours été chez moi que je travaillais. Ok. Est-ce que vous avez envie de participer à une œuvre citoyenne ou humanitaire pendant le confinement ou après si l'école ne reprend pas? Genre en secours adventiste, distribuer des repas, tout ça? Voilà. Bah oui, ça peut être une activité intéressante. Pour la fin, est-ce que vous avez une petite parole d'espoir pour les gens qui sont seuls, qui vivent mal le confinement? Je pense qu'on a toujours des gens sur qui compter, qu'on a des amis autour de nous. Maintenant, tout est relié par Internet et tout, donc on n'a pas à se sentir seul et délaissé. Et surtout qu'on a un Dieu en qui nous croyons, donc il ne faut pas se laisser abattre. Merci. Quelqu'un d'autre? Priez, ayez foi en Dieu, n'ayez pas peur du confinement, tout se passera très bien. Voilà. Vivez ça comme des vacances prolongées. Est-ce que vous avez une petite promesse biblique qui vous revient à chaque fois? Oui, il y a le texte Jean 14, le verset 29 qui dit « Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Merci. Bon,
Eh bien, je vous dis au revoir. Vous voulez dire un petit message aux gens de Guyane qui vont vous regarder? On salue les salut. gens de l'église des Amandiers. Et papa salue aussi, maman Oui, aussi, papa tout et le monde est là. maman. Voilà, Et on va courage. tous bien. Et puis voilà, on est ensemble. On est ensemble, ok. Et puis restez chez vous. Oui, Ouais, oui, mais là, on n'a pas le choix. Bon, ben, bisous tout le monde. Bisous. Salut les confinés. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit plat fait maison. Nous allons faire un gratin aux 3 légumes. D'accord? Nos 3 légumes seront donc pommes de terre, patates douces et carottes. En général, lorsque nous faisons des gratins, nous aimons bien faire un gratin de pommes de terre tout simplement. Mais moi, j'aime bien innover. Donc, comme j'ai déjà commencé, on peut voir ici. Lorsque je fais mon petit gratin, je vais essayer de faire beau. Donc, j'ai d'abord placé quelques pommes de terre. Après avoir placé les pommes de terre, j'ai épluché ma carotte que j'ai coupée en rondelles que je pose. Ensuite, je pose ma patate douce. Lorsque nous aurons posé la patate douce, donc nous ferons comme cela plusieurs lits de légumes en plaçant les patates douces, les pommes de terre, les carottes. Pour pouvoir égayer tout cela, je vous propose de mettre quelques épices dedans. Donc, du thym du jardin que nous avons lavé, au préalable. Monsieur Mévin voudrait bien participer avec moi. Oui, Vino. T'inquiète, bientôt tu pourras faire avec papa. Alors, un peu de thym du jardin, 2 gousses d'ail pour donner un peu de goût à notre plat. Alors, mon ail, pour faciliter, j'épluche et je râpe mon ail. Donc, c'est plus simple pour l'utilisation. Enfin, pour moi en tout cas. Donc, quand j'ai mis l'ail, je prends un piment doux. Un piment doux aussi que j'ai lavé au préalable. Mon piment, je vais l'égrainer. Et ensuite, je vais couper en fines lamelles. Tout cela pour pouvoir donner du goût à notre gratin. Donc notre gratin ne sera pas fade, mais il aura du goût grâce à tous ces épices que nous aurons mis dedans. Donc ensuite, je saupoudre mon piment dans mon plat. Et je continue comme ça. Je coupe ma pomme de terre en tranches, tout en faisant attention aux doigts. Voilà. Et ensuite, je place mes rondelles de pommes de terre dans mon plat. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'au fond de mon plat, j'y ai mis au préalable un peu d'huile d'olive, ce qui permet. Voilà. Donc, j'avance au fur et à mesure. Je n'avais pas pris assez de pommes de terre, donc j'en épluche d'autres. J'ai un ami qui aimait me dire que pour pouvoir éviter d'en faire trop, donc le meilleur plan était de faire petit à petit. Comme ça évite qu'on ait trop de légumes. Je rince ma pomme de terre. Et je coupe encore en rondelles. Voilà. Que je continue à disposer dans mon plat. Prochain lit, la patate douce. Donc une patate douce d'environ 300 grammes que nous avons épluché, lavé. Et ensuite, nous coupons aussi en rondelles. Le fil de rondelles d'environ 2-3 mm. Pour permettre une bonne cuisson que je place dans mon plat. Et aussi, je voulais mettre un oignon, un demi-oignon que je vais couper en rondelles, aussi en fines rondelles.
vais écraser pour séparer un peu les lames. Alors, je vais ajouter encore un peu de thym. Et pour terminer, je couperai encore une pomme de terre que j'ajouterai au final. J'ai pris 2 pommes de terre que j'ai lavées, épluchées, coupées en rondelles. Et maintenant, je les ajoute sur mon plat. Voilà. Lorsque j'ai fait ça, je vais préparer maintenant une petite saumure pour pouvoir mettre dedans pour la cuisson. Alors, pour ma saumure, je vais utiliser du lait. Donc, chacun selon vos goûts, en fonction du lait que vous voulez utiliser. Alors, moi, je prends du lait de vache. J'utilise à peu près un demi-litre de lait. Voilà. Dans mon lait, je vais ajouter quelques épices, une persillade, du poivre, pas trop, hop là, voilà, du sel, voilà, que je mélange. J'ajoute à cela J'ajoute à cela 2 œufs pour pouvoir faire l'homogénéité et faciliter la cuisson. Comme cela, lorsque mon gratin sera terminé, la saumure qui sera accompagnée de mes légumes sera un peu plus veloutée et plus épaisse. Et mon mélange, je le verse sur mes légumes. Voilà. Si vous voyez qu'il en manque, on va en ajouter encore un peu. On peut en ajouter d'autres. Je vous conseille de les faire en petite quantité, comme ça évite le gaspillage. On peut faire à l'œil si vous voulez, pour ceux qui sont habitués, pour les bons cuisiniers. Donc, quelques épices à nouveau. Là, j'en ai mis moins. Donc, un peu de poivre, un peu de sel. Et un œuf. Voilà. Je refais mon mélange. Et je verse ma saumure sur mon bol. Je vais en ajouter jusqu'à ce que mes légumes soient quasiment couverts. Voilà. Pas trop pour que ça ne déborde pas. Pas trop haut pour que ça ne tombe pas pendant la cuisson. Sur tout cela, je vais ajouter un petit nid de fromage râpé. On dira pas trop, mais suffisamment quand même pour que notre plat, pour que nous puissions avoir en surface une belle croûte, bien dorée pendant la cuisson. Voilà. Voilà. Nous avons fini notre préparation. Et là, il ne me manque plus qu'à enfourner. Donc, j'allume mon four. Je fais monter à température environ 200 degrés pendant un quart d'heure. Et après, je mettrai mon plat dans le four. Après un quart d'heure, je ferai descendre la température à 180 degrés. Et je laisse comme ça pendant une bonne demi-heure, voire 3 quarts d'heure. D'accord? Donc, à tout à l'heure pour voir ce que ça donnera. Voilà, et le moment fatidique, nous allons défourner notre gratin. Voilà,
notre gratin aux 3 légumes. Avec l'aide que j'avais en arrière-plan, voilà notre gratin aux 3 légumes. Alors n'oublions pas, j'espère que vous avez bien retenu, d'accord, notre gratin aux 3 légumes avec donc des pommes de terre, des carottes, de la patate douce, aromatisée avec quelques épices, de l'oignon, de l'ail et tout. Donc nous vous souhaitons à tous un bon appétit. Bonjour. Alors, si tu as un cantique Chant d'Espérance chez toi, je t'invite à l'ouvrir au numéro 26, Chant d'Espérance créole, et à chanter avec moi ces paroles qui sont très réconfortantes par ma part et qui nous invitent à nous mettre sous les ailes de notre Père Céleste. Allez, on y va? Bon Dieu t'est montré amour, depuis trône dans ciel là, moi t'es joigné en place repos, en bas c'est l'amour lia, ma paix posée, posée, posée doucement, en bas c'est l'amour li, ma paix posée, posée, posée en bas de l'amour lia. L'épreuve, la vie frappée, laisse-la en haut tout noir, moi cap toujours joindre repos, en bas de l'amour lia, ma paix posée, posée, posée doucement, en bas c'est l'amour li, ma paix posée, posée, posée en bas c'est l'amour lia. Assis au pape Jean béni, avec la peine en cœur, gain pour en place repos, en bas c'est l'amour lia, ma paix posée, posée, posée doucement, en bas c'est l'amour lia, ma paix posée, posée, posée en bas c'est l'amour lia. Ma paix posée, posée, posée doucement, en bas c'est l'amour li, ma paix posée, posée, posée en bas c'est l'amour lia, c'est posé ma paix posée en bas c'est l'amour lia, c'est posé doucement en bas c'est l'amour lia, c'est posé ma paix posée en bas c'est l'amour lia, c'est posé doucement en bas c'est l'amour lia. Pour nos parties de pêche, on a nos cannes, le canoë et la crique. Et là, il commence à pleuvoir. Et ton pain, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre au bout de la canne à pêche pour pêcher. Et tu vas l'accrocher sur quoi? Sur l'hameçon. Bon, tu nous montres c'est quoi un hameçon? C'est ça. D'accord, mais il y a une fourmi sur ton doigt là. Oui, Ah, mais d'accord. là, elle est trop gentille. D'accord. Et dans ton pot, là, qu'est-ce qu'il y a, Elia? Du pain, tu vois? Du pain et on a mis quoi? De l'eau? On a fait une pâte? On a fait une pâte pour pouvoir l'accrocher sur l'hameçon, c'est ça? Oui. D'accord. Maëlie, sur ta canne à pêche, qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir pêcher? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un moulin, Un moulinet. un moulinet et un hameçon. D'accord. Et le truc rouge là, c'est qu'est-ce que c'est? Un bouchon. D'accord. Ça permet quoi? Ça permet de faire quoi le bouchon? C'est que quand ça bouge, quand ça va au fond, ça veut dire qu'il y a un poisson. Donc il faut, avec ça, il faut faire ça. Il faut mouliner. Mouliner. D'accord. Mais il faut ferrer avant. Hein? Il faut ferrer avant. Oui, ferrer, il faut. D'accord. Il faut faire ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Et ben après, on libère le poisson. Après, on libère le poisson de quoi? Mais il a beaucoup plu, donc on va mettre les poissons là, ils vont nager là.
D'accord. Bon, faudrait déjà pêcher. Oui. On y va? Oui. Ok. Montez à bord. Allez, vous montez? Allez, allez vous asseoir. Oui, on pêche. Mais pas là. On va préparer les cannes. Et Mais Alice, pourquoi tu aimes pêcher? parce que ça fait travailler la patience. En train de préparer la pâte pour ma soeur. Maman, tu peux attacher la corde, s'il te plaît. Oui, je vais attacher la corde. Pourquoi là, ça te va pas que j'ai lâché comme ça dans le jardin? Non. Ah d'accord, bon, je vais accrocher, d'accord? D'accord. Ok. Et Léa? Est-ce que ça mord? Tu veux mouliner pour voir? Et ben moi, ça mouline pas encore. Où est mon action là? Regarde, j'ai pêché un éléphant. Ah oui. Salut les amis, alors c'est décidé, on va pêcher, je n'en peux plus, je sors, je vais m'aérer l'esprit, mais même si je fais tout ça, vous savez bien qu'on n'a pas le droit puisque nous sommes confinés. Alors je vais partager avec vous rapidement ma passion pour la pêche. Par exemple, vous expliquer qu'il existe différents types de cannes. Donc vous avez une petite canne qui est en carbone, qui sert à faire du lancer-ramener, pêche sur la côte. Par exemple, vous allez sur une plage, vous pouvez utiliser cette canne-là. Alors, il en existe de plus grandes, des cannes qui font par exemple 5 mètres, 5 mètres 50. Vous avez par exemple cette canne aussi, qui est une canne de traîne et qui on pêche avec sur un bateau. Vous avez, on va utiliser par exemple un popper, donc ici j'en ai deux, donc on attache ça au bout du fil et en fait on traîne et ça va attirer le poisson. Vous pouvez voir ici par exemple la grosseur de l'hameçon, regardons mon doigt, vous allez voir qu'il n'est pas petit. Alors il en existe de plus gros, mais quand on pêche avec ça, par défaut, on sait que si on prend un poisson, c'est un carnassier, donc c'est un poisson qui aura une certaine agressivité, c'est un certain type de poisson, hein, comme des bécunes, des espadons, des carangues, donc des poissons qui vont attaquer ce que vous avez mis sur le bas de ligne, le leurre ou l'appât, hein, comme vous voulez. Vous avez des leurres, voilà, qui sont beaucoup plus petits, donc il y en a de toutes sortes, hein, je ne vais pas tous vous les montrer, mais on peut utiliser toutes sortes de choses, par exemple, nous avons différents types de moulinets. Donc ça c'est un moulinet avec du nylon, ça c'est un moulinet de traîne, ça c'est un moulinet avec de la tresse. Donc la tresse ça remplace le nylon, c'est beaucoup plus solide, mais ça a des avantages et ça a des inconvénients. J'ai ma boîte remplie de matériel. En matière de fil, là encore on a l'embarras du choix. Donc comme je vous disais, vous avez ici par exemple un rouleau de tresse, vous avez ce qu'on appelle du fluorocarbone, donc c'est un fil qui permet de rendre le fil sous l'eau, il devient invisible pour le poisson. Vous avez par exemple du fil en acier, on a l'embarras du choix. Et finalement, comment on a le choix? C'est en fonction de ce qu'on veut attraper, en fonction de la situation géographique dans laquelle on se trouve. Par exemple, si vous avez du sable, vous pouvez mettre du plomb, hein, un petit peu comme ça, ou comme ça. Ou comme ça, il en existe pas mal de modèles. Vous pouvez aussi décider d'utiliser un flotteur, si vous avez par exemple des récifs, si vous avez des pierres, et du coup vous ne voulez pas que votre bas de ligne reste coincé dans la pierre. Donc voilà, il existe différentes solutions pour différentes situations. Et s'il y a une chose que j'ai apprise quand je pêche, eh bien c'est la patience. Parce qu'il m'est déjà arrivé de pêcher avec des amis, alors on est peut-être séparés de 5-6 mètres, et alors que je ne prends rien, eux, ils prennent tous les poissons. Et quand vous réfléchissez bien, vous vous dites, mais en fait, c'est quand même assez aléatoire. Et oui, la pêche, c'est totalement aléatoire. Vous pouvez utiliser toutes les techniques, tous les leurres du monde. Vous pouvez avoir toutes les techniques du monde, recevoir les conseils de professionnels. Vous pouvez y aller et ne rien prendre, tout simplement. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'eau. Vous ne savez pas où se trouve le poisson. Vous espérez simplement que le choix que vous avez fait, la décision que vous avez prise, eh bien, vous espérez que c'est la bonne décision et surtout que c'est le bon choix.
Si je vous en parle, c'est pas parce que je veux partager avec vous véritablement ma passion pour la pêche. C'est d'abord parce qu'en fait, cette attitude que nous avons lorsque nous pêchons, en tout cas les pêcheurs, eh bien nous la retrouvons dans notre vie de tous les jours, nous la retrouvons dans notre vie spirituelle, nous la retrouvons dans notre vie personnelle. Nous sommes amenés constamment à faire des choix. Parfois, certains choix nous poussent ou nous conduisent à faire du mal aux autres. Sans le vouloir, la décision que l'on peut prendre peut blesser quelqu'un. Et puis d'autres fois, on peut décider délibérément de faire un choix pour des raisons qui nous sont propres, par exemple se protéger parce qu'on pense que l'autre veut nous faire du mal ou nous a fait du mal, donc on va chercher à riposter et on va mettre en œuvre une action, une réaction pour pouvoir, par exemple, se protéger. Au moment où on prend cette décision, on est convaincu que c'est la bonne décision. Combien même nous savons que moralement, ce comportement-là, il est discutable. Vous savez, souvent, on est amené à se positionner avec la conviction, cette voie, cette manière particulière que nous avons de voir la vie, de voir les autres, de nous voir nous dans certains contextes, dans certaines situations. Eh bien, cette manière de nous positionner, elle n'est souvent pas la bonne. Souvent, le choix ou les choix que nous faisons, en plus de faire du mal à l'autre, eh bien, ils nous font du mal, mais surtout, ils nous mettent en porte-à-faux avec la vision que Dieu a de nous, la vision que Dieu a de l'autre. Être motivé, être convaincu que la décision, que la posture que l'on prend est la bonne, eh bien, ça n'est pas suffisant. Et souvent, ça revient effectivement à acheter tout cet attirail de pêche avec cet objectif de prendre du poisson, c'est-à-dire de satisfaire un besoin immédiat, de satisfaire une conviction personnelle, pour ensuite se rendre compte eh bien, que le but qu'on a voulu atteindre, eh bien, on ne l'a pas obtenu. On a passé du temps à faire ces efforts particuliers, à avoir cette posture particulière, combien même elle nous ferait souffrir, parce que quand vous pêchez pendant toute la nuit, ça m'est déjà arrivé de pêcher à partir de 15h l'après-midi jusqu'à 2-3 heures du matin, à m'endormir sur des rochers, et au final, je n'ai absolument rien pris. Et bien souvent, lorsqu'on persiste, lorsqu'on va à l'encontre d'un principe établi par Dieu, et qu'on décide de faire exister sa propre volonté, combien même on sait pertinemment que ça va nous faire du mal et que ça va faire du mal à l'autre, eh bien, on fait des efforts, mais qui ne nous permettront d'aboutir nulle part. Vous savez, l'amour de Dieu pour nous est tellement grand qu'il avait quand même prévu et anticipé ce genre d'attitude. Et souvent, lorsqu'on réalise qu'on s'est trompé, lorsqu'on réalise qu'on a fait du mal à l'autre, lorsqu'on réalise qu'on s'est fait du mal à soi, eh bien, il y a un sentiment qui vient, c'est celui de la culpabilité. Mais la culpabilité n'a pas de sens si elle ne nous conduit pas vers la restauration. Et aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est justement ce principe de restauration. Il y a 2 textes dans la Bible que je vais vous lire. Le premier qui se trouve dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9 et qui dit ceci. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Il y a un deuxième texte qui se trouve dans 1 Jean toujours, chapitre 2, verset 1er, qui dit ceci. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » En réalité, ces textes nous disent quoi? Ils nous disent que voilà, la Bible anticipe l'erreur. Et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que nous avons le droit à l'erreur. Tu as le droit de te tromper. Et si, tout en sachant que tu ne devais pas faire quelque chose, tu le fais quand même. Et après l'avoir fait, tu réalises en fait à quel point tu as fait du mal à l'autre ou tu t'es fait du mal à toi. Eh bien, cette culpabilité transforme-la en restauration. Et approchons-nous à ce moment-là de Dieu avec la certitude qu'il nous pardonne, avec la certitude qu'il nous donne la possibilité de recommencer. Avec Dieu, on peut toujours faire mieux. Et je voudrais que tu retiennes ceci. Avec Dieu, on peut toujours faire mieux que la fois d'avant. Alors une fois de plus, je vous dis tout simplement, on avance un jour à la fois, chaque jour par la foi. Oui les confinés, notre 4e édition s'achève ici. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager avec le maximum de personnes. Et pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous dis à la prochaine pour notre 5e édition.